Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des rendez-vous de JD2M. Je m'appelle Baptiste Beauchard, juriste pour Je déclare mon meublé, et dans ce podcast, je donne la parole à des professionnels du secteur de la location meublée. Spécialistes de la comptabilité, du droit, de la gestion de biens ou encore du patrimoine, ils viennent vous parler fiscalité, emprunt, investissement, réglementation et vous livrer leurs meilleurs conseils pour que vous puissiez en apprendre toujours plus sur l'activité de location meublée. Et aujourd'hui, notre rendez-vous sera consacré au thème de la bonne gestion d'une activité de location meublée, entre erreurs à éviter, règlement des litiges ou encore recours à la justice. Alors Nicolas, j'ai le plaisir de te retrouver pour la deuxième partie de ce podcast que nous allons ouvrir en parlant maintenant des litiges en location meublée. Donc pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'écouter la première partie, je le rappelle, tu es président de Calimo, donc Calimo qui a fait de l'accompagnement des loueurs sa mission principale. Donc, vous êtes là pour aider tous les loueurs dans la gestion de leurs biens. Toi-même, tu as évidemment, avant même de présider Calimo, tu as un grand passif de ce point de vue-là, puisque tu as notamment travaillé comme commissaire de justice pendant plusieurs années. Donc évidemment, si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de ce podcast, je vous invite à aller l'écouter et on commence tout de suite avec un premier thème qui va être celui des litiges en location meublée. La première question que je pourrais te poser, ce serait à la fois peut-être comment prévenir ces litiges ou du moins s'y préparer. On le sait, on peut avoir des litiges tels que des nuisances, les impayés, on en a déjà beaucoup parlé dans le premier épisode, des rappels de charges ou même parfois des litiges avec la copropriété sans même que le locataire ait fait quoi que ce soit de mal d'ailleurs. Ça peut parfois être des litiges entre copropriétaires et le propriétaire et pas nécessairement le locataire. Est-ce que là-dessus, il existe des bonnes pratiques pour essayer de se garantir au mieux, que ce soit justement du point de vue des nuisances et des impayés finalement, on en a déjà parlé, c'est justement bien choisir son locataire, donc je pense qu'on va pouvoir aller un peu plus vite sur ces points-là, mais peut-être, parce qu'on sait que ça arrive aussi, la copropriété, est-ce que un bailleur ou un futur bailleur peut, par quelques bonnes pratiques, essayer de se prémunir de litiges avec les copropriétaires? Oui, exactement. Voilà, tout ce qui est impayé, on en a déjà longuement parlé. Très brièvement, bien choisir un locataire avec un bon dossier et prendre un garant, une assurance loyer impayé, une garantie, c'est primordial. Et une fois qu'on a fait toutes ces bonnes démarches, on diminue quand même grandement son risque d'impayé. Après, les nuisances, on peut effectivement avoir pas mal de litiges liés aux nuisances. Pour avoir un petit ordre d'idée, généralement, chaque année, c'est autour de entre 150 et 200 000 litiges qui sont portés devant les tribunaux et qui vont opposer un propriétaire à son locataire. Donc c'est quand même énorme. Il y a énormément de litiges chaque année qui sont engagés. Et sur les nuisances, il y a quand même certaines pratiques où on peut éviter d'en arriver là. Et ça, moi, je m'attache à dire que quand on loue un logement, il faut louer un logement de qualité. C'est pas parce qu'on met un locataire en place, qu'on fait de la location, qu'il faut louer un taudis. Et ça, malheureusement, on l'a beaucoup trop vu, surtout avec un petit peu plutôt les anciennes générations où moi, quand je vois ça dans des locations, ça me fait bondir, où effectivement, qu'on voit la vaisselle ou les ustensiles, finalement, c'est tout ce qu'on avait dans notre maison il y a 20 ans et qu'on n'a pas voulu garder, qu'on a mis dans sa location en disant oh, c'est bon, ça sera pour le locataire. Non, c'est pas parce qu'on fait de la location qu'on ne doit pas faire de la qualité. Et ça, moi, je m'attache à le dire et aux gens qu'on accompagne avec l'organisme de formation pour lequel j'interviens, qui est Green Bull Campus, on pousse vraiment les gens pour qu'ils fassent de la qualité parce que donner un logement de qualité à un locataire, c'est lui confier quelque chose dont il va avoir envie de prendre soin et il sera beaucoup plus attentif à prendre soin de son logement si effectivement il est beau, qu'il est en bon état, qu'il a été rénové, qu'il est au goût du jour, qu'il y a une belle déco, qu'il y a des belles peintures, plutôt que si on donne un truc avec déjà des plaintes qui sont à moitié toutes pétées, ou finalement qu'il y en ait une de plus avec un pet ou qu'il y en ait une de moins avec un pet, ça ne changera pas grand chose. Dans ce cas-là, le locataire fait quand même moins attention. Et ça, on le voit quand même beaucoup avec des logements qui sont mis sur le marché, qui n'ont rien à faire sur le marché. Et donc, c'est malheureusement un petit peu aussi à cause de pratiques comme celle-ci
qu'il y a de la réglementation un petit peu restrictive qui a été mise en place, que ce soit par exemple le permis de louer sur certaines communes, que ce soit aussi un petit peu la politique des interdictions de location des passoires énergétiques, où souvent on assimile un petit peu la passoire énergétique à des taudis, parce qu'il y a effectivement beaucoup de logements qui sont énergivores, mais pas parce qu'ils ont simplement une mauvaise isolation, mais parce que c'est des fenêtres qui laissent passer l'air, parce que les radiateurs c'est des grille-pains qui chauffent plus rien, qui a la moitié des choses qui brûlent. Donc déjà le fait de donner un logement de qualité à un locataire et de le considérer comme tel, ça permet de réduire drastiquement les frottements entre un locataire et un propriétaire. Et moi, dans ma vision d'investissement locatif, quand j'achète un bien et que je mets un locataire dedans, pour moi, mon locataire, c'est mon client. J'ai envie d'avoir la satisfaction client, comme quand on monte un business. Effectivement, moi, je suis tenu de lui mettre à disposition un logement, et lui, il est tenu de me payer le loyer. On a tous les deux le même intérêt. Moi, j'ai envie qu'il reste et qu'il paye. Lui, il a envie de rester, d'avoir un logement. Ça arrive. Mais il n'y a quasiment aucun locataire qui se dit que tiens, je vais rentrer dans les lieux et mon but, c'est de pas payer le loyer. Alors bien évidemment, il y en a et c'est comme partout, il y a des abrutis partout. Mais les intérêts sont un peu conjoints. Le propriétaire et le locataire veulent la même chose. Tous les deux un logement et verser un loyer qui correspond au juste prix. Bon, le propriétaire payer peut-être, avoir le loyer le plus important possible et le locataire payer le loyer le plus bas possible. Mais tous les deux, ils veulent un logement de qualité. Donc déjà, le fait de délivrer un logement de qualité sans vice, avec des éléments d'équipement qui sont fonctionnels, quand on n'a pas un WC qui est bouché un matin sur deux, tout ça, ça réduit quand même drastiquement les frottements et le risque de litige entre un propriétaire et un locataire. Et ça, on le voit souvent. C'est souvent un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ce qui va donner lieu des fois à des impayés parce que le locataire, c'est les toilettes qui vont être bouchées, puis la douche, puis la VMC, puis la moisissure qui va apparaître. Enfin, et puis finalement, rien va aller, puis il va rancer le propriétaire il va rien faire parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas envie, ça lui coûte de l'argent, il n'a pas envie de payer. Et ça, il y a beaucoup de propriétaires, surtout les propriétaires qui sont quand même très âgés, qui n'ont pas forcément envie de s'en occuper, ça on le retrouve beaucoup sur cette typologie de bailleurs-là, d'expérience, qui n'ont pas forcément envie de faire des travaux, etc. etc. Et donc le locataire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être agacé, et soit il va décider lui-même d'arrêter de payer son loyer, chose que normalement il n'a pas le droit de faire, un locataire ne peut pas décider unilatéralement de ne plus payer son loyer. S'il ne veut plus payer son loyer, il doit faire une procédure et faire consigner son loyer auprès d'un tiers séquestre. Ça peut être la Caisse des dépôts et des consignations, ça peut être un huissier, ça peut être un notaire, un commissaire de justice. Mais un locataire ne peut pas unilatéralement arrêter de payer son loyer. Mais c'est souvent un petit peu ce qui va donner lieu à des impayés, pas forcément une mauvaise foi du locataire, pas forcément un accident de la vie, mais une situation conflictuelle qui va dégénérer parce que le locataire, un jour, il va y avoir une fuite d'eau, le lendemain, il va y avoir le radiateur qui sera en panne, le propriétaire qui va dire c'est pas grave, ou qui va pas répondre, qui va pas réagir, et le locataire, ça va être le ras-le-bol, le ras-le-bol, le ras-le-bol. Et le seul moyen de faire réagir le propriétaire, ça va être de ne plus payer son loyer. Et là, le propriétaire, tout de suite, il paye plus le loyer, procédure, et hop, ça part au tribunal. Et c'est des choses dont on peut largement s'éviter les ennuis en délivrant des logements de qualité, en faisant de la rénovation de qualité. Quand on achète des biens dans l'ancien, on va bien vérifier tout ce qui est plomberie, tout ce qui est tuyauterie, tous ces éléments d'équipement qui sont potentiellement sinistrogènes, j'ai envie de dire. Donc tout ça, il faut vraiment bien vérifier et éviter toutes ces nuisances. C'est éviter des soucis en tant que propriétaire, parce que ce qu'on veut, c'est gagner de la tranquillité, louer sereinement et finalement ne pas entendre parler de son locataire. C'est comme ça qu'on se porte le mieux quand on est propriétaire. Et quand on est locataire, c'est pareil, on n'a pas envie forcément d'avoir des relations avec son propriétaire et de devoir l'appeler tous les 4 matins, ce qui est un problème dans le logement. Alors, effectivement, et on a aussi, donc ça c'est effectivement un rappel très important, et tu fais très très bien de le préciser. Il y aurait peut-être un autre point, on peut aussi penser à des nuisances, typiquement des choses beaucoup plus qui peuvent arriver. Alors par exemple, je sais pas, du bruit. Alors là, on va vraiment prendre l'exemple du bruit récurrent, hein, quelque chose qui pourrait vraiment être considéré comme une nuisance, mais qui souvent en fait ne serait pas dénoncé par le propriétaire lui-même, à moins qu'il vive dans les lieux, qui serait plutôt dénoncé par d'autres personnes vivant dans la copropriété, si on est dans une copropriété. Et là, comment ça se passe pour le propriétaire? Est-ce qu'il doit répondre de son locataire? Enfin, comment ça va se passer entre, par exemple, un membre de la copropriété qui se plaint du locataire, on a un propriétaire qui, lui, enfin un bailleur plutôt, pour mieux les différencier, qui ne va pas habiter sur lieu. Comment va se passer, disons, la relation entre les trois? Enfin, comment ça va pouvoir se gérer? À quel moment le bailleur doit effectivement intervenir? Et comment peut-il intervenir? D'ailleurs, est-ce qu'il a des voies de recours ou même des moyens d'action? C'est toujours délicat parce que dans ce cas-là, effectivement, on a un peu une relation tripartite. On va avoir d'un côté la copropriété, de l'autre le propriétaire bailleur et de l'autre le locataire. Vis-à-vis du locataire, le propriétaire est responsable, et vis-à-vis de la copropriété n'a pas d'action directe avec le locataire.
la copropriété, son interlocuteur et le responsable vis-à-vis de la copropriété, c'est le propriétaire. Donc quand il va y avoir des nuisances sonores, par exemple, causées par un locataire, et que d'autres copropriétaires de l'immeuble vont se plaindre, ils vont se plaindre au syndic, le syndic va faire remonter, il va demander au propriétaire d'agir. Le syndic ne peut pas engager d'action directe contre le locataire. On va pouvoir y revenir après parce que c'est pas totalement vrai. Mais finalement, c'est le syndic qui va demander au propriétaire d'engager une action contre le locataire. Donc ça va être au propriétaire de faire une mise en demeure, un petit courrier, déjà un petit appel téléphonique. Si les nuisances continuent, de faire un courrier de mise en demeure et au besoin d'engager une action directement contre le locataire. Dans le cas où un propriétaire est totalement passif et ne fait absolument rien, dans ce cas-là, c'est des cas qui sont extrêmement rares mais qui se sont déjà vus. La copropriété peut agir en lieu et place du propriétaire et donc suppléer un peu la carence du propriétaire et engager une action en expulsion, ça c'est déjà vu, des copropriétés, donc un syndicat des copropriétaires, qui engage une action en expulsion contre un locataire au nom du propriétaire, parce que du coup ils se retrouvent un peu subrogés dans leurs droits du fait de la carence du propriétaire qui du coup n'agit pas. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont quand même relativement rares, mais c'est surtout le propriétaire qui est responsable vis-à-vis de l'immeuble. Donc ça c'est pareil, il y a aussi des bonnes pratiques et des bons usages à mettre en place. Quand on est dans un immeuble, notamment dans un immeuble un petit peu ancien, avec des planchers bois, des murs qui résonnent un petit peu, etc., ou quand on est dans une colocation, par exemple j'ai une colocation, j'ai 3 colocataires dedans, et je vais chercher un 4e colocataire. Si les 3 travaillent de jour, le 4e profil, je vais peut-être pas mettre quelqu'un qui travaille de nuit et qui ait du coup des modes de vie qui soient totalement différents. Pareil dans un immeuble, si jamais effectivement c'est un immeuble avec des planchers bois qui grincent, le fait d'avoir des modes de vie un peu différents, ça peut vite être source de problématiques. Bien qu'on n'ait pas forcément des locataires de mauvaise foi, parce que dans des immeubles, des fois, les murs, c'est un peu du papier à cigarette. Mais si effectivement on a un locataire qui travaille de nuit et l'autre qui travaille le jour, ils vont avoir des horaires un peu différentes et effectivement l'un va faire du bruit pendant que l'autre dort, etc. Ça peut vite être conflictuel et un petit peu monter en mayonnaise comme ça. Donc attention également au choix du locataire dans ce cas-là. Faut vraiment, c'est un peu un ensemble. Quand on est propriétaire et qu'on investit également en copropriété, la première chose à faire, c'est déjà de se procurer le règlement de copropriété pour être sûr que sa location elle soit conforme au règlement de copropriété. Il y a des copropriétés qui interdisent la colocation, notamment le fait de louer des chambres individuellement. Donc quand c'est ça, on fait attention. Mais après, il y a beaucoup de bailleurs qui vont se dire c'est bon, moi j'ai envie de faire une colocation, c'est le seul moyen dont je suis rentable. J'ai vu que mon règlement de copropriété il interdisait la location de chambres meublées à des personnes distinctes. Dans ce cas-là, je vais faire une colocation en bail collectif. Sauf que la petite mamie qui est dans l'immeuble d'à côté, ça va l'embêter parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de nuisances, il y a beaucoup de bruit, etc. Ça peut vite monter au conflit. Et des fois, c'est des choses qui peuvent même pas se résoudre parce que finalement, c'est gérer l'humain, c'est même plus forcément des problèmes de droit. Et après, c'est les uns qui vont pourrir la vie aux autres et ça crée la charge mentale, ça crée du stress, ça crée tout ça. Et ça, on n'a absolument pas envie en tant que propriétaire. Comme quand on est en colocation, des fois, on va être appelé oui, je vous appelle parce que l'autre colocataire, il fait pas le ménage, etc., etc. Ou alors il fume, etc. Enfin, après, il faut faire la police matin, midi et soir, c'est de la charge mentale. Donc voilà, tout ça, on peut se l'éviter et bien faire attention à tout ça. Oui, effectivement, il ne faut pas oublier, ça vaut pour certains litiges locatifs comme dans beaucoup de situations. Pas forcément tout peut se résoudre en faisant appel à la justice. Parfois, ça reste du bon sens. Pour autant, il y a quand même parfois des fois où il va falloir faire appel à la justice. D'ailleurs, on va en parler bientôt, mais juste avant de nous lancer sur un petit peu les méandres de ce que c'est que de devoir avoir recours à la justice, du moins dans le cadre d'une activité de location, on va s'attarder un instant sur l'étape intermédiaire, parce que généralement, ce n'est pas on constate un litige et puis on a recours à la justice. Et donc, juste avant de faire appel à la justice et de se confronter finalement quand même au parcours de quelqu'un qui va découvrir le fonctionnement de la justice et à qui faire appel en question de blé, il faut qu'on s'attarde un petit instant sur l'étape intermédiaire, puisqu'on parle pas, on va pas partir d'une situation, un litige et on va tout de suite à la justice. Généralement, on essaye quand même de le régler, entre guillemets, à l'amiable, avec plus ou moins de succès. Mais ça va être toute cette étape bien des lettres de relance, des mises en demeure. Donc là, on va vraiment être sur des litiges, encore une fois, qui sont attestés. C'est par exemple un impayé, des rappels de charges, donc vraiment quelque chose qu'on va pouvoir constater. Moi, j'aurais 2 questions par rapport à ça à te poser. Ce serait déjà,
comment est-ce qu'on rédige une lettre de relance, une mise en demeure? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de mettre dedans? Quel est un petit peu le formalisme, hein, qui entoure l'envoi d'un tel courrier? Mais surtout, à quel moment on l'envoie? C'est-à-dire à combien de temps il faut attendre? Et puis ensuite, sous quel délai il faut envoyer une première lettre, une lettre de relance, et puis ensuite une mise en demeure? Justement, puisqu'il n'y a pas vraiment de durée en réalité, mais est-ce que là-dessus, tu peux un petit peu, de ton expérience aussi, nous dire eh bien, quel calendrier il faut mettre en place quand, eh bien, justement, malheureusement, il faut aller jusqu'à un petit peu formaliser l'échange, justement, pour essayer d'obtenir, eh bien, que ce soit le paiement d'un loyer, le paiement de charges, ou d'essayer de faire cesser certaines nuisances. Oui, exactement. Alors, ce qui est un peu problématique avec ces points-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formalisme qui est imposé par la loi, ni de durée ou de calendrier d'envoi de ces documents. Donc après, il y a quand même une notion de bon sens, et tout va dépendre effectivement de ce qu'on cherche à faire. Si on est confronté à un impayé, si on est confronté à une règle de charge, si on doit délivrer un congé. Alors, par exemple, pour le congé, qui est le document par lequel un propriétaire va pouvoir résilier le contrat de location, donc c'est un petit peu ce qu'on appelle vulgairement le préavis. Là, on a bien évidemment des conditions de forme et de délai qui sont prévues par la loi. Un propriétaire ne peut mettre fin à un contrat de location que pour la date anniversaire du bail et en respectant un préavis de 3 mois pour la location meublée et 6 mois si jamais vous faites de la location non. Donc, c'est-à-dire que vous allez signer un contrat de location, le contrat de location il prend fin le 30 juin 2025. Vous avez jusqu'au 30 mars pour que le locataire réceptionne le congé. Donc là, comme tu le disais très justement tout à l'heure avec les recommandés, notamment sur le cas du congé, c'est un point qui est extrêmement important. Pour que le congé soit valable, il ne suffit pas simplement qu'un propriétaire envoie son courrier, il faut que le courrier soit réceptionné par le locataire. C'est-à-dire que si le facteur arrive, qui met le petit papillon dans la boîte de boîte du locataire parce qu'il n'est pas là, et que le locataire ne va jamais récupérer son recommandé à la poste, le congé n'est pas considéré comme réceptionné par le locataire et donc pas valide, et du coup le bail va se reconduire pour un tour. Donc attention, si vous êtes confronté à ce cas-là, attendez pas la dernière minute pour envoyer votre congé. Suivez bien le fait que ça a été réceptionné par le locataire. Et si jamais ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il faut passer par un commissaire de justice qui va pouvoir procéder à ce qu'on appelle une signification et aller remettre directement le congé au locataire. Donc, mis à part pour ce cas spécifique du congé, qui peut intervenir effectivement dans un cadre un petit peu conflictuel où on a ce qu'on appelle le congé pour motif légitime au sérieux. C'est-à-dire que moi, mon locataire, je ne souhaite pas le conserver parce que le renouvellement du bail, c'est dans 6 mois, mais je suis confronté à des retards de paiement, je suis confronté à un problème de comportement, je suis confronté à des difficultés avec mon locataire. Je ne veux pas le garder, je veux rompre mon bail. Dans ce cas-là, je délivre un congé pour motif légitime et sérieux. Et donc voilà, bien respecter ce formalisme, ces délais, etc. Après, pour tout ce qui va être les différentes correspondances qu'on peut envoyer à son locataire, on peut par exemple lui envoyer, chaque année, le locataire est tenu de nous transmettre son attestation d'assurance, par exemple. Il suffit que là, on l'ait perçu, un petit SMS, un petit appel téléphonique, ça va bien. Et si jamais, effectivement, moi j'aime bien fonctionner avec un mode de graduation, c'est-à-dire que on l'oublie trop souvent, mais aujourd'hui, on est un petit peu dans des relations informelles. Le locataire, voilà, il ne va pas nous manger si on l'appelle. Le locataire qui m'a pas payé, il devait me payer le 5 du mois, on est le 10, j'ai toujours rien, c'est pas normal. Plutôt que de lui envoyer directement une mise en demeure, payez-moi sinon je vous emmène au tribunal, je vais déjà lui passer un petit coup de téléphone, déjà de savoir si tout va bien. Ça se trouve, souvent on se dit oh, je vais pas me faire payer, etc. Ça se trouve, il a eu un accident de voiture, il est à l'hôpital, ou que sais-je. Donc j'essaye de l'appeler, de savoir le pourquoi du comment, et voilà, lui dire écoutez, je vous appelle parce que j'ai vu que le loyer n'avait pas été payé, je voulais savoir s'il y avait un problème de votre côté. Le locataire va peut-être vous dire ah oui, ce mois-ci effectivement j'ai eu une problématique, je suis désolé, là je vous fais le virement tout de suite, ou j'ai oublié, il a peut-être changé de banque et du coup les virements passaient pas, il s'est retrouvé à la fin. Il peut y avoir des fois des raisons diverses et variées, et plutôt que de l'envoyer directement en courrier recommandé, de le frustrer et de créer un petit peu de tension, un petit appel téléphonique, ça mange pas de pain, ou un petit message WhatsApp, SMS, ou un petit email, c'est tout de suite un petit peu moins informel, ça évite les gens de se braquer, et avec les susceptibilités de chacun, des fois ça peut un petit peu envenimer les choses. Donc première réaction, par exemple, si vous êtes confronté à un impayé, vous devez vous faire payer votre loyer le 5 du mois, vous êtes le 10, vous avez toujours rien, prenez attache avec votre locataire. Soit il vous répond, et dans ce cas-là, il vous dit oui, effectivement, j'ai eu une difficulté, ma voiture est tombée en panne, j'ai dû changer, est-ce que je peux vous payer en une fois, 2 fois, 3 fois? C'est pas grave, on a noué le contact. On met en place quelque chose, on met en place un plan d'appurement. Le but, c'est effectivement que la situation se résorbe. Là où on a un contact, c'est plutôt positif, tant mieux, les choses vont s'améliorer. Soit effectivement, j'essaie d'appeler mon locataire, j'ai pas de retour. Dans ce cas-là, j'ai ensuite commencé par un petit courrier en lettres simples. Bonjour, vous deviez payer le loyer, ce soir de ma part, j'ai rien reçu à ce jour. Qu'en est-il?
Si après, se trouve, le locataire il va recevoir ça, il va vous appeler, il va vous expliquer, vous allez mettre des choses en place, le problème va se résoudre. Donc la troisième étape, l'appel n'a pas fonctionné, le courrier simple n'a pas fonctionné. Dans ce cas-là, je vais pouvoir acter les choses avec une mise en demeure. Donc du coup, j'ai envoyé un courrier recommandé au locataire directement. Il n'y a pas forcément de formalisme à mettre dedans, ça sert à rien, il n'y a pas besoin de faire des proses, il n'y a pas besoin de faire un courrier de 10 pages, vous mettez simplement que voilà, en suivant le contrat de location qui a été conclu en date du temps pour la location du logement situé à telle adresse, il était convenu et prévu dans le bail que le loyer d'un montant de X euros et les X euros de charge devait être payé le X de chaque mois et qu'aujourd'hui on est telle date et que ça n'a pas été payé, et que du coup voilà, les relances précédentes sont demeurées infructueuses. On le met en demeure de régler sous 8 sous 15 jours, sans quoi après le propriétaire est en droit d'engager une procédure. Donc voilà, au niveau de du formalisme, du bon sens, pas besoin d'en faire et des caisses et des caisses et des caisses. Aujourd'hui, on est aussi un petit peu à l'ère de l'intelligence artificielle. Faut pas hésiter à demander à ChatGPT de nous aider à rédiger un petit peu ce courrier. Et sinon, sur Calimo, tous ces courriers, on a plus d'une 50aine de documents qui sont inclus dans nos modèles. Ces courriers-là sont prévus dans nos systèmes de relance automatique. Donc si vous passez chez Calimo pour simplifier, automatiser votre gestion locative, vous aurez tout ça qui sera inclus dedans. Mais sinon, voilà, vous avez quelques modèles sur Internet qui sont plutôt fiables. L'intelligence artificielle qui peut vous aider à les faire. Et sinon, voilà, un petit coup de fil à un professionnel au besoin et tout règle. Eh ben justement, on y vient, même si c'est très important de rappeler que quand même, il faut prendre le temps d'essayer quand même de nouer un contact. Effectivement, on peut très bien avoir un locataire de toute bonne foi qui a juste subi, voilà, alors que ce soit voilà un petit retard, un oubli. Donc voilà, c'est quand même bien de prendre le temps, hein, de pas tout de suite voilà mettre en route un peu la machine, hein, des courriers recommandés, la machine eh bien le judiciaire, même si on est forcé de l'aborder, on y vient. Il y a des situations dans lesquelles il est nécessaire de faire appel à la justice. Et alors là, on voit aussi qu'il y a beaucoup de questions parce qu'il y a les litiges qui maintenant vont se régler ou doivent pour se régler d'abord passer devant la fameuse CDC, la Commission départementale de conciliation. Va souvent se poser la question du recours à un avocat, de quand est-ce qu'on va passer devant un juge, et même aussi, et d'ailleurs, ça fait écho notamment à ton expérience professionnelle précédente, le recours au commissaire de justice, enfin, qu'on appelait anciennement d'ailleurs l'huissier de justice. Et souvent, on se rend compte que chacun, hein, confronté à un litige, bon déjà, il y a tout le stress justement du litige en lui-même, et puis on ne sait pas en fait vers qui se tourner. Alors, donc ce que je te propose, c'est qu'on essaye de faire un petit panorama, assez succinctement quand même, mais voilà, des cas dans lesquels on doit avoir recours à telle ou telle justement entité. Ce que je te propose, c'est qu'on commence avec la commission départementale de conciliation, qui est quand même un acteur maintenant qu'on va retrouver assez souvent dans les litiges locatifs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce, donc on va appeler la CDC peut-être, hein, pour faire plus simple. Quand est-ce qu'on peut, ou plutôt quand est-ce qu'on doit, parce que c'est souvent maintenant une obligation, eh bien passer devant une commission départementale de conciliation? Comment ça se passe? Alors sur la commission de conciliation, souvent ça va être un petit peu pour des litiges, on va dire en fin de parcours. Je m'explique, souvent quand on arrive devant la commission de conciliation, la plupart des litiges qui concernent un locataire et un propriétaire qui arrivent devant cette commission, c'est souvent un petit peu l'étape du départ du locataire, on arrive à la fin du bail, et là, hop, il y a un point de friction, il y a un litige entre le locataire et le propriétaire sur le sujet de l'état des lieux, le sujet de dégradation locative qui ont été mises sur le compte du locataire, le dépôt de garantie qui n'a pas été rendu en totalité ou des retenues qui ont été effectuées selon le locataire à tort, selon le propriétaire justifié, etc., etc. Et donc là, souvent, la commission de conciliation, c'est le locataire qui va engager la démarche, donc c'est souvent un petit peu une voie de recours plutôt au locataire plutôt que propriétaire, et c'est très fréquemment un petit peu effectivement ce litige-là autour du dépôt de garantie, autour de l'état des lieux de sortie, où pour le locataire, le propriétaire a effectué des retenues injustement effectuées sur le dépôt de garantie, donc sur cette fameuse caution qui a été laissée par le locataire. C'est vraiment la typologie de litige qu'on retrouve. Et donc le rôle de cette commission de conciliation, comme son nom l'indique, ça va être d'essayer de trouver une solution amiable entre le propriétaire et le locataire pour éviter d'aller sur l'action judiciaire, d'aller devant le juge et pour essayer effectivement de désengorger cette justice qui aujourd'hui est un peu malade et totalement engorgée. Donc le but c'est effectivement de faire un pré-filtre et de solutionner ce qui peut l'être. Encore une fois, il y a beaucoup de bon sens et on va essayer effectivement de trouver un accord entre un propriétaire et un locataire. Et si on arrive à parvenir à un tel accord, il y a un protocole qui sera signé de l'ensemble des parties
et qui aura vocation à s'appliquer. Si jamais cet accord ne s'applique pas, et bien dans ce cas-là, le juge pourra donner ce qu'on appelle force exécutoire à ce protocole d'accord, à cette convention d'accord, et dans ce cas-là, on pourra la mettre à exécution et l'appliquer de manière formelle. Sachant que dans certains cas, même pour des litiges qui doivent ensuite aller devant le juge, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'accord, il est quand même obligatoire de passer devant cette commission Oui. de conciliation. On ne peut pas nécessairement aller tout de suite devant un juge, mais justement, puisqu'on en parle, quand est-ce qu'on va, pour des litiges, disons, en location, en location meublée par exemple, quand est-ce qu'on va se retrouver devant un juge? Pour quel genre de litige on peut se retrouver devant un juge? Et question un petit peu sous-jacente, selon ton expérience, selon aussi ton point de vue, est-ce que dans ces cas-là, si on doit vraiment se retrouver devant un juge, faut-il ou non avoir recours à un avocat? Est-ce que c'est un bon conseil? Puisqu'on sait qu'on n'est pas obligé nécessairement d'avoir recours à un avocat dans ces cas-là. Est-ce qu'il vaut mieux? Pas nécessairement. Est-ce que ça dépend un peu de la situation? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus de ta propre expérience aussi? Effectivement, les cas sont très disparates. Pour reprendre un petit peu les typologies de litiges qu'on va retrouver, chaque année, c'est entre 150 000 et 200 000 litiges qui sont portés devant les tribunaux. Sur cette proportion de litiges, on a un bon 90% qui concerne un problème d'impayé. Donc vraiment, aujourd'hui, le cas typique pour lequel on se retrouve devant un tribunal entre un locataire et un propriétaire, c'est parce qu'il y a un problème d'impayé de loyer ou d'impayé de charges et qu'il y a un problème financier. Ensuite, le deuxième facteur pour lequel on va se retrouver devant le tribunal, c'est souvent pour faire valider un congé. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le congé, donc le document par lequel on va vouloir mettre fin au contrat de location. Moi, je suis propriétaire bailleur, je veux récupérer mon logement, je ne peux mettre fin au bail que pour 3 motifs. Un, parce que je veux vendre mon logement vide de tout occupant, donc je vais demander au locataire de partir parce que je veux vendre mon logement qui est vide. Soit le congé pour reprise, je vais demander à mon locataire de partir parce que je veux moi y habiter ou l'un de mes proches, dont la liste est limitativement énumérée par la loi. Ou le troisième motif, on en a parlé, le motif du congé pour motif légitime et sérieux. J'ai un grief à faire à mon locataire, je ne veux pas renouveler le bail, donc du coup je demande de partir. Et ça arrive que des fois, quand on est propriétaire, on va délivrer un congé à son locataire, sauf que son locataire, il ne va pas partir. Pour des raisons X ou Y, parce que c'est conflictuel, il ne veut pas partir, parce qu'il a essayé de trouver un logement qu'il n'en a pas trouvé, ou parce que. Bref, le locataire ne va pas quitter le logement. Et dans ce cas-là, on va aller devant le tribunal, on va demander ce qu'on appelle la validation du congé, on va demander au juge de vérifier que le congé il a été bien donné dans les formes, qu'il a été bien donné dans les délais, et de demander l'expulsion du locataire. Et dans ce cas-là, l'expulsion ne sera pas prononcée en raison d'un impayé de loyer. Dans ce cas-là, l'expulsion sera prononcée parce qu'effectivement, le propriétaire a un droit de reprise sur son logement et que ce droit de reprise a été exercé et que le locataire il est tenu de s'y plier parce que, fort heureusement, le droit de propriétaire reste encore plus fort que le droit au logement du locataire. Et dans ce cas-là, le locataire devra se faire expulser à l'issue de cette procédure. Mais vraiment, le cas majeur, ça reste les impayés locatifs. Après, la question de savoir si on se fait représenter ou non par un avocat, ça va dépendre un petit peu de chacun. Vraiment, c'est vraiment la chose qu'on veut éviter, l'impayé locatif, de se retrouver au tribunal. Même si des fois, on n'est pas sur des sommes astronomiques en jeu, on peut avoir des conséquences assez désastreuses. Et j'en ai parlé tout à l'heure de dossiers dans lesquels effectivement les propriétaires se retrouvent saisis de leurs biens immobiliers par la banque parce qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs prêts, parce que le locataire ne paye pas de son côté, et que du coup quand on compte sur le loyer pour payer son prêt, dès qu'il y a une rupture de chaîne, c'est un peu compliqué. Mais j'ai vu énormément de propriétaires se rendre malades et se pourrir la vie parce que ça les rongeait de l'intérieur. Surtout les gens qui ont un investissement à côté de chez eux, qui passent tous les matins et que tous les matins en allant au travail, ils passent devant leur investissement locatif et qui savent que dedans il y a un locataire avec lequel ils ne s'entendent pas, qui ne paye pas le loyer, que ça dure et ça dure et ça dure et ça dure. Ça demande une charge mentale énorme, ça ronge le cerveau et il y a des propriétaires qui parfois tombent en dépression pour des litiges comme ça. Donc il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect santé mentale qui est à prendre en considération. Donc pour les litiges comme ça, pour éviter vraiment de prendre les choses à cœur et de se pourrir la vie, finalement dans ce cas-là, de tout déléguer à un tiers et notamment à un avocat, ça peut faire du sens parce que voilà, on se décharge de son problème. L'avocat, c'est lui qui va prendre un petit peu le relais. On n'entendra plus parler du locataire. Dès qu'on va recevoir la convocation du tribunal, si effectivement on est un peu soumis à ce stress, etc., c'est l'avocat qui va tout gérer. Ça permet quand même de se décharger, de respirer un petit peu. Donc là-dessus, prendre un avocat, ça peut faire sens. Après, pour les personnes qui résistent plutôt pas mal à ça, qui en font une affaire personnelle et qui veulent s'en occuper pour également des questions de frais, parce que de porter un litige et en prenant un avocat, ça peut vite coûter entre 500, 1000, 2000 euros en fonction des régions.
en fonction de l'importance du litige. Il y a également des cas où l'avocat sera obligatoire. C'est en fonction du montant de loyer qui va être réclamé, en fonction de l'importance du litige, etc. Il se peut que l'avocat soit obligatoire, mais en 99% des cas, le ministère d'avocat ne sera pas obligatoire et un propriétaire pourra se défendre lui-même. Ce qui va se passer, c'est que de toute façon, le litige va être porté devant un tribunal, il y aura une audience, un juge qui va trancher. Donc c'est pareil, si on ne veut pas prendre d'avocat, il faut être quand même en mesure de se présenter soi-même à l'audience. Il va falloir plaider son dossier. Alors c'est pas comme dans les films et les fictions, on n'a pas besoin non plus de faire une tirade en prenant la parole, monsieur le juge, votre honneur, etc., etc. Mais il va falloir quand même défendre son dossier. Donc c'est pareil, si on n'est pas à l'aise à prendre la parole en public, qu'on est intimidé à la situation, qu'il y a un risque de perte de contrôle de la situation en voyant le locataire à côté, est-ce que je ne vais pas lui sauter dessus et aller lui mettre une fois dans la figure parce qu'il y a eu des échanges de noms d'oiseaux, etc., etc., etc. Dans ce cas-là, prendre plutôt un avocat. Si effectivement, moi, j'arrive à garder mon sang calme, que j'arrive à m'exprimer, que j'ai les idées claires et que j'ai le temps et la charge mentale et la disponibilité pour me rendre au tribunal, dans ce cas-là, je peux très bien gérer mon dossier moi-même. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il faudra obligatoirement se faire accompagner par un commissaire de justice qui, lui, va piloter toute la chaîne de la procédure. Donc le commissaire de justice va soit travailler en collaboration avec un avocat. Donc l'avocat, dans ce cas-là, lui va rédiger la convocation en justice qu'on appelle l'assignation. Et l'avocat va faire le relais entre son client, le propriétaire, et l'huissier de justice. Donc ça va être un peu un intermédiaire. Donc c'est lui qui va effectivement rédiger les documents, qui va aller à l'audience, qui va plaider, et qui va donner les instructions, prendre les informations auprès du commissaire de justice. Ou alors moi je suis propriétaire, et dans ce cas-là je vais saisir directement un commissaire de justice et travailler en direct avec lui. C'est lui qui va engager toute la procédure, et du coup c'est moi qui vais récupérer les infos, c'est moi qui vais aller au tribunal pour du coup défendre mon dossier, et après le commissaire lui travaille en autonomie et fait son travail. Oui, effectivement, parce qu'un commissaire de justice, en réalité, il peut intervenir à plein d'étapes différentes. On peut, par exemple, il peut être là pour délivrer aussi parfois des courriers, des mises en demeure. Il va être là pour s'assurer qu'ensuite il y ait un recouvrement. Donc, il peut intervenir à toute étape de la procédure. Et c'est d'ailleurs justement en lien avec cette question de recours à un avocat, de recours à un commissaire de justice, il y a aussi une question qui revient beaucoup à partir du moment où, évidemment, eh bien, on demande les services d'un professionnel du droit. Il y a une question de coût, et c'est une question qu'on trouve beaucoup, c'est qui paye. Dans un litige entre propriétaire et locataire, avec intervention d'un avocat, d'un commissaire de justice, qui ensuite est responsable du paiement des frais occasionnés par l'avocat ou le commissaire de justice. En théorie, ça sera en partie le propriétaire et en partie le locataire. En pratique, ça sera totalement le propriétaire, parce que c'est le propriétaire qui va faire l'avance des frais. Pour les frais d'avocat, donc moi j'ai décidé de prendre un avocat, c'est moi qui dois le payer parce que du coup c'est mon conseil. Sauf que souvent quand on fait une procédure en France, quelle qu'elle soit à l'origine, là notamment un problème d'impayé avec une procédure d'expulsion, si jamais j'ai gain de cause, je vais pouvoir demander au tribunal de condamner mon locataire, donc de condamner la partie perdante, à ce qu'on appelle l'article 700. L'article 700, c'est grossièrement les frais d'avocat, les frais de procédure. Donc je vais dire au tribunal, mon locataire il me doit 3 462 € de loyer, et j'ai demandé au tribunal également de le condamner à me payer 2 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice, et également à me rembourser, donc le condamner à payer 2 000 € au titre de l'article 700 pour me rembourser mes frais d'avocat. Donc ça peut être accepté. Le tribunal peut condamner le locataire à cette somme-là, donc le locataire va me payer. Donc moi je vais quand même payer mon avocat, mais je vais me faire rembourser entre guillemets par le locataire. Donc finalement, on peut se faire rembourser en tout ou partie de ses frais d'avocat, sauf que dans la plupart des cas et des litiges, l'article 700 qui est octroyé ne correspond jamais à la totalité des frais d'avocat dont on a payé, donc quoi qu'il en soit, j'en aurai toujours une partie qui sera à ma charge. Ensuite, pour tous les frais de procédure, notamment les frais de procédure du commissaire de justice, tous ces frais sont à la charge de la partie défaillante, donc de la partie qui perd le procès, notamment le locataire. Donc c'est lui qui devra les payer in fine, mais encore une fois, c'est moi qui ai mandaté l'huissier de justice, c'est moi qui lui ai confié la procédure, donc c'est moi qui vais faire l'avance des frais, à charge pour moi d'engager une procédure auprès du locataire pour récupérer ses frais. Sachant que dans une procédure d'expulsion qui est fondée sur un problème d'impayé et de loyer, il y a un petit peu deux procédures en une. La première procédure, récupérer mon logement. La deuxième procédure, récupérer mes loyers. En fait, il y a vraiment deux choses qui sont un petit peu incluses dans la même procédure. Et j'ai envie de dire que la priorité et l'objectif number one, c'est de récupérer son logement pour pouvoir le remettre en état, pour pouvoir le remettre en location et au moins limiter cette hémorragie. Si on est confronté à un problème impayé, il faut avoir quand même le cœur bien accroché parce qu'en termes de délai, il faut compter en moyenne entre 18 à 24 mois. Entre le jour où j'ai un impayé et le jour où je vais pouvoir récupérer mon logement, entre 18 et 24 mois, c'est extrêmement long. Et ça va me coûter aux alentours de 3, 4, 5 000 €
Tout va dépendre après de si je prends un avocat pour me défendre. Et du coup, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'argent, la procédure elle est extrêmement longue. Et c'est effectivement le commissaire de justice qui va mettre un petit peu le tempo de la procédure, parce que c'est lui qui va l'initier, comme tu le disais à juste titre, c'est lui qui va délivrer tous les actes de procédure. Et de toute façon, l'avocat n'aura pas d'autre choix que de passer par un huissier de justice, parce que c'est lui qui a le monopole de la signification des actes de procédure en France. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on va être confronté à un problème d'impayé, on va faire ce qu'on a dit tout à l'heure, la relance téléphonique, le petit courrier simple, la mise en demeure, ça n'a rien fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'attends pas. Tout de suite, ma mise en demeure, voilà, j'ai laissé un délai de 8 jours ou de 15 jours à mon locataire pour payer, ça n'a pas fonctionné. Tout de suite, je prends un commissaire de justice, je l'appelle, je lui confie le dossier. Donc, pour confier un dossier à un huissier de justice, un commissaire de justice, vous avez simplement besoin d'une copie du contrat de location, un décompte du loyer avec les sommes qui vous sont dues, une copie de vos pièces d'identité si vous êtes bailleur personne physique ou un cabis si vous êtes en société. Vous envoyez tout ça au commissaire de justice avec tous les éléments que vous avez à votre disposition sur l'état civil, l'état financier, la solvabilité du locataire. Et lui va engager la procédure qui va commencer par un commandement de payer. C'est-à-dire que l'huissier va récupérer le dossier, il va rédiger un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Donc c'est un acte par lequel il va dire au locataire: vous avez un délai de 2 mois à compter d'aujourd'hui pour payer l'intégralité des sommes qui vous sont réclamées, sans quoi le bail sera résilié. Donc ce délai de 2 mois, c'est un délai qui maintenant a été réduit, on est sur un délai de 6 semaines pour être exact, bien qu'on ait encore des tendances aujourd'hui on se pose la question de savoir si on est vraiment sur un délai de 6 semaines ou un délai de 2 mois, parce que dans la loi c'est prévu 6 semaines, mais dans l'intégralité des clauses résolutoires qui sont dans les baux qui ont été signés avant, on est sur un délai de 2 mois, donc on a tendance à privilégier le délai qui est dans la clause. Enfin, c'est un micmac pas possible. Grossièrement, on a un délai entre 6 semaines et 2 mois pour le locataire pour régler son loyer. Donc le commissaire de justice va aller délivrer cet acte. Le locataire a un délai donc entre 6 semaines et 2 mois pour régler les sommes. Soit il règle tout, dans ce cas-là la procédure s'arrête ici, soit il ne règle pas, et dans ce cas-là on va pouvoir passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça va être d'aller en justice. Donc, dans ce cas-là, je vais délivrer un premier acte, il n'a pas payé, dans ce cas-là je vais pouvoir le convoquer devant le tribunal et demander au juge de résilier le bail et d'ordonner l'expulsion. Et c'est là que le bas blesse. Déjà on est sur la première étape, où finalement, jusque-là, voilà, ça a déjà pris, on est déjà entre la mise en demeure, le commandement de payer, le temps que j'envoie le dossier à l'huissier, qui se déplace, on a un délai de 6 semaines, 2 mois, il y a déjà 3-4 mois qui sont passés. Ensuite, je vais faire une assignation, une convocation en justice, soit qui va être rédigée par mon avocat, soit qui va être rédigée par mon huissier de justice, si je prends mon huissier de justice en direct. Et là, en fonction des régions où on se trouve, ça peut être extrêmement varié. On va appeler le tribunal, on va leur demander une date d'audience pour pouvoir convoquer et porter l'affaire devant le tribunal. On va avoir des tribunaux qui vont dire très bien, moi j'ai une date de disponible dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois. On est sur des délais plutôt courts et plutôt raisonnables. Sauf qu'on a des tribunaux qui vont nous dire moi j'ai pas de date avant mi-2026. Donc déjà on se prend 1 an et demi dans la figure, juste pour aller au tribunal. Donc déjà ça c'est extrêmement compliqué et il n'y a pas moyen de faire autrement. Et dans ce cas-là, pendant 1 an et demi il se passe rien. Pendant 1 an et demi vous n'allez pas percevoir votre loyer. Pendant 1 an et demi vous allez vous rendre malade parce que voilà, c'est injuste, mais c'est comme ça, la justice a engorgé, ils sont en sous-effectif, ils ne pourront pas prendre votre dossier avant 1 an et demi. J'ose espérer que dans votre cas, vous serez plutôt sur un délai moyen qui est aux alentours de 5-6 mois, ce qui est un délai long quand on est propriétaire, mais on va dire assez court comparé à la justice. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite va arriver la date d'audience. La date d'audience, on va arriver, chacun va faire valoir ses arguments. Monsieur le juge, moi je suis propriétaire, j'ai loué à mon locataire, il ne paye plus le loyer, je vous demande de bien vouloir résilier le bail, etc. Le locataire va venir, va pouvoir effectivement présenter des moyens de défense s'il en a. Il va pouvoir également demander des délais judiciaires, ça c'est possible. Et donc ça se trouve, le tribunal va dire ok, très bien, monsieur le locataire, vous m'avez fait part de difficultés, moi je l'entends. Dans ce cas-là, je vous donne des délais pour payer votre loyer. Tant que vous respectez ces délais, le bail n'est pas résilié. Dans ce cas-là, le locataire doit reprendre le paiement courant du loyer et apurer sa dette petit à petit. Mais dans la grande majorité des cas, le locataire ne se présente pas à l'audience. Le juge résilie le contrat de location. Mais encore une fois, il peut également y avoir des renvois d'audience, c'est-à-dire qu'on arrive à l'audience, le locataire peut être également représenté par un avocat, et pour des raisons de planning judiciaire ou autre, il peut également y avoir des renvois d'audience. Donc on arrive à l'audience, on dit non, l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, on renvoie dans 3 mois, on renvoie dans 4 mois, on renvoie dans 6 mois, donc on repère encore du temps. La plupart des cas et des litiges auxquels j'ai pu être confronté, à l'audience, le locataire n'est pas là, donc du coup il n'y a qu'une audience. Le jugement n'est pas rendu immédiatement, c'est-à-dire qu'on plaide, l'affaire est mise ce qu'on appelle en délibéré, donc c'est-à-dire que le jugement il est rendu 3 semaines, 1 mois et demi plus tard. Donc là on perd encore du temps. Une fois que le jugement il est rendu,
Qu'est-ce qui se passe? Il y a la décision de justice qui va faire droit aux demandes du propriétaire, qui va résilier le bail, qui va condamner le locataire à quitter les lieux, qui va le condamner à payer les loyers, qui va le condamner à une indemnité d'occupation, éventuellement des frais de justice, etc., etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le commissaire de justice récupère le dossier, il va aller délivrer un nouveau commandement. Le premier, on était sur le commandement de payer, là on va être sur le commandement de quitter les lieux, qui va laisser de nouveau un délai de 6 semaines au locataire pour quitter les lieux. Donc le locataire, il a 6 semaines pour partir. Si le locataire ne fait pas, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, le commissaire de justice il arrive sur place, il voit que le locataire est toujours là. Dans ce cas-là, il va saisir la préfecture. Donc on va faire une demande à la préfecture pour que le commissaire de justice il soit assisté d'une autorité de police ou de gendarmerie et qu'il puisse aller expulser le locataire manu militari. On y va avec des ménageurs, serruriers, police, gendarmerie, on le prend, on le met dehors. Sauf que là, encore une fois, on a affaire à l'État français, la préfecture, ça prend du temps. Donc souvent, la préfecture, elle met 2, 3, 4, 5, 6 mois à répondre. Il se peut que la préfecture, pour des raisons X ou Y, elle nous mette des bâtons dans les roues et décide de ne pas procéder à l'expulsion maintenant parce que des fois on est sur des trucs complètement farfelus, parce que si tu es en période d'élection présidentielle ou d'élection législative, bah hop, instruction, ça vient d'en haut, non, on n'expulse pas, il faut qu'on fasse profil bas, ou parce qu'il y a les JO, parce que enfin, des fois on entend des trucs et on voit des trucs, mais et du coup la préfecture met un petit peu en stand-by les expulsions. Ça arrive très fréquemment, pour le Covid-19, pour les machins, enfin il y avait plein de trucs divers et variés qui faisaient qu'on ne procédait pas à l'expulsion. Mais sinon, voilà, la préfecture, au bout de 2-3 mois, va ordonner l'expulsion. Dans ce cas-là, on va pouvoir organiser l'expulsion. Donc là, quand on arrive en bout de chaîne, il s'est déjà écoulé du temps. Sachant que dans tout ça, il vient également se mêler la trêve hivernale, dont on avait pu parler un petit peu dans le premier épisode. La trêve hivernale, qui est en fait une durée pendant laquelle il est interdit de procéder à une expulsion, qui commence le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Donc, c'est-à-dire que si jamais mon audience elle a été rendue au tribunal, qu'on arrive, etc., et que effectivement j'ai pas l'accord de la préfecture avant le 31 octobre, je serai obligé d'attendre le 1er avril de l'année suivante pour procéder à l'expulsion. Ce qui est compliqué. Donc déjà on repère encore du temps. Arrivé à l'expulsion, le locataire il est là, bah, c'est très bien. Si le logement a été vidé, la question ne se pose pas. Si le locataire est présent et que du coup il n'a pas quitté les lieux, je vais pouvoir l'expulser. Va se poser la question du mobilier, qu'est-ce que j'en fais? Donc dans ce cas-là, 2 possibilités. Soit je laisse le mobilier sur place, soit je procède à l'évacuation avec un déménageur et stockage en garde-meubles. Financièrement, ça coûte quand même de l'argent. Donc la solution la moins chère, c'est de se dire je laisse les meubles sur place. Et dans ce cas-là, le locataire il a un délai de 2 mois pour récupérer ses meubles. S'il ne le fait pas dans le délai de 2 mois, les meubles sont réputés abandonnés et ça part à la poubelle. Donc on se reprend encore un délai. Donc tous ces délais-là, mis bout à bout, on arrive sur ce délai de 18 à 24 mois, qui est extrêmement long, avec son avocat à payer, le commissaire de justice à payer, s'il faut faire intervenir un serrurier, le serrurier à payer, s'il faut faire intervenir un déménageur, le déménageur à payer, et c'est pour ça qu'on arrive vite à 3, 4, 5, 6 000 euros de frais de procédure. Donc c'est très long, c'est très coûteux, et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter d'arriver à ce schéma-là. Donc voilà, on arrive à la fin de la procédure d'expulsion, on a récupéré notre logement, donc première étape de franchie, comme on le disait, une procédure d'expulsion c'est 2 procédures en une, récupérer le logement, récupérer ses loyers, et là malheureusement le bas blesse. Souvent, quand on récupère son logement, on est souvent confronté à des cas de dégradation. Et en plus, les loyers que le locataire nous doit, qui sont à la fin de la procédure quand même extrêmement importants, parce que quand il s'est écoulé 1 an et demi, 2 ans de procédure, pendant lesquelles on n'a pas été payé, même avec un loyer de 500 euros, au bout de 2 ans, ça commence à faire des sommes d'argent assez importantes. Et ça, malheureusement, c'est souvent des locataires qui sont pas solvables, qui sont dans des difficultés financières, et on récupérera jamais l'argent des frais de justice qu'on a engagés, l'argent des loyers qu'on n'a pas perçus. Ça va être très compliqué de les récupérer. Et ça, malheureusement, c'est un petit peu en perte et profit. Donc c'est très compliqué à faire entendre à des locataires. Il n'y a pas de fonds d'indemnisation, à des propriétaires, pardon. Il n'y a pas de fonds d'indemnisation, il n'y a pas tout ça. Donc là-dessus, c'est compliqué. Après une décision de justice qui a été rendue et qui condamne le locataire à vous payer toutes ces sommes, c'est valable 10 ans. Donc gardez-le de côté. Attendez que votre locataire fasse retour à meilleure fortune et n'hésitez pas à relancer la procédure avec le commissaire de justice au bout de 3, 4, 5 ans, voir si la situation du locataire s'est améliorée, si dans ce cas-là vous êtes en mesure de pouvoir lui réclamer ces sommes-là. Et c'est d'où l'intérêt d'avoir également ce que j'appelais les roues de secours, ces fameux garants, que ce soit des personnes physiques, des assurances loyers impayés ou autres, qui vont pouvoir vous indemniser pour tout ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est justement pour pallier à tout ça, à ces délais judiciaires qui sont extrêmement longs et extrêmement compliqués, que souvent je donne un conseil qui est un peu contre-intuitif aux personnes que j'accompagne et qui est très compliqué à accepter psychologiquement parce que c'est un petit peu faire une fleur au locataire, mais avant tout, c'est surtout pour éviter d'en arriver juste là. C'est que finalement, quand on arrive dans ce schéma-là, qu'on sait ce qui va se passer, qu'on sait que le locataire, de toute façon, il ne va pas payer,
qu'on va devoir engager une procédure, que ça va nous coûter 4, 5, 6 000 euros de frais de procédure, plus potentiellement vite 10 000 euros de loyer impayé parce que la procédure va prendre 2 ans. On sait que de toute façon, on a cette somme-là qui est perdue, entre 5 et 10 000, 15 000 euros, des grosses sommes importantes. Finalement, un truc un peu contre-intuitif, c'est d'aller voir son locataire, si on arrive à avoir du contact avec lui, ça c'est le plus important, et lui dire « Ok, monsieur le locataire, on est en début de procédure, vous me devez 2, 3, 4 mois de loyer impayé, partez. Si vous partez le mois prochain, je vous efface l'ardoise, on est quitte, et comme ça, voilà, vous, ça vous évite d'avoir des impayés qui vont durer sur 24 mois, là vous en aurez finalement que sur 4 mois, ça vous évite d'avoir à engager des frais de justice assez importants. Essayez de trouver une solution amiable comme ça, voilà, vous faites une remise des impayés à votre locataire. Parfois, ça peut même également aller jusqu'à lui faire un chèque. Ça, c'est pareil, psychologiquement, c'est très dur à accepter. Mais il est préférable, financièrement, de faire un chèque de 1 000 euros à son locataire en lui disant « Vous êtes parti dans un mois et on oublie ça », plutôt que de devoir régler 5 000 euros de frais de procédure. Après, il y a certains propriétaires qui vont faire une question de principe et qui vont préférer payer 5 000 euros de frais d'avocat et de frais de commissaire de justice que de donner 1 000 euros à son locataire. Encore une fois, tout dépend de la bonne foi du locataire, tout dépend du profil du locataire. Mais ça peut être un moyen pour éviter d'être confronté à cette justice un petit peu à double vitesse, d'essayer de résoudre cette situation de façon amiable, et dans ce cas-là, d'encadrer ça avec un protocole d'accord, et d'indemniser son locataire, ou d'effacer simplement la dette locative en échange d'un départ rapide sous X mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, tout est librement négociable. Donc voilà mon petit tips pour éviter d'arriver à des délais judiciaires qui soient extrêmement longs, extrêmement compliqués. Écoute, je pense que c'est sur ce conseil, alors c'est vrai, effectivement, un petit peu surprenant qu'on arrive à la fin de cet épisode. Alors, peut-être quand même, alors c'est vrai que le thème appelait plutôt à parler de ces cas difficiles. On peut quand même rappeler aussi que pour beaucoup de propriétaires, ça se passe très bien. Hein, quand même, faut pas l'oublier. Pour la grande majorité. Non plus. Donc sur ce, merci beaucoup Nicolas d'être venu. Donc je le rappelle, tu es le président de Calimo, donc qui accompagne les propriétaires dans leur activité, puisque Calimo a des missions de gestion de biens. Encore une fois, merci. Donc si par hasard là on arrive à la fin de notre podcast général, donc qui est découpé en 2 épisodes. Si vous n'avez pas écouté le premier, allez-y évidemment. Nicolas Mercier, est-ce que tu veux faire un petit mot de conclusion ou est-ce qu'on peut se dire à la prochaine fois, puisque je suppose, pour en avoir déjà parlé, qu'on aura certainement l'occasion de se pencher sur d'autres sujets ensemble. Non, merci beaucoup Baptiste pour l'invitation. Effectivement, on a parlé un petit peu de tous les travers de la location et de tous les points qui peuvent être effrayants, mais rassurez-vous, dans la très grande majorité des cas, tout se passe bien quand on respecte toutes les règles et toutes les règles de bonne conduite. Un investissement, ça vaut quand même le coup de le faire. Votre moi du futur vous remerciera votre moi du passé d'avoir mis en place cet investissement qui va vous générer des revenus complémentaires et améliorer votre situation. Donc voilà, n'ayez pas peur de tout ça et n'hésitez pas à vous lancer dans l'investissement locatif et dans l'immobilier. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.